Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Autrement même. Conçu et dirigé par Roger Little. Professeur émérite de Trinity College Dublin. Chevalier dans l'Ordre national du mérite, prix de l'Académie française. Grand prix de la francophonie en Irlande, etc. Cette collection présente en réédition des textes introuvables en dehors des bibliothèques spécialisées, tombés dans le domaine public et qui traitent, dans des écrits de tout genre normalement rédigés par un écrivain blanc, des Noirs ou plus généralement de l'autre. Exceptionnellement, avec le gracieux accord des ayants droit, elle accueille des textes protégés par copyright, voire inédits. Des textes étrangers traduits en français ne sont évidemment pas exclus. Il s'agit donc de mettre à la disposition du public un volet plutôt négligé du discours postcolonial, au sens large de ce terme, celui qui recouvre la période depuis l'installation des établissements d'outre-mer. Le choix des textes se fait d'abord selon les qualités intrinsèques et historiques de l'ouvrage, mais tient compte aussi de l'importance à lui accorder dans la perspective contemporaine. Chaque volume est présenté par un spécialiste qui, tout en privilégiant une optique libérale, met en valeur l'intérêt historique, sociologique, psychologique et littéraire du texte. Tout se passe dedans, les autres, c'est notre dedans extérieur. Les autres, c'est la prolongation de notre intérieur. Sony Laboutancy. Titre paru et en préparation. Voir en fin de volume. Introduction par Carminella Biondi. Ouvrage de Carminella Biondi. Mon frère, tu es mon esclave. Théorie schiaviste di battiti antropologico-razziali nel Settecento francese. Préface de Corrado Rosso, Pise, éditrice Libreria Goliardica 1973. Ces esclaves sont des hommes. Lotta abolitionista e letteratura negrofila nella Francia del Settecento. Préface de Corrado Rosso, Pise, éditrice Libreria Goliardica 1979. Marguerite Yourcenar ou la quête de perfectionnement, Pise, éditrice Libreria Goliardica 1997. La Francia a Parma nel secondo Settecento, Bologne, CLUEB 2003. Rêver le monde. Écrire le monde. Théorie et narration d'Édouard Glissant, Bologne, CLUEB 2004, avec Elena Pessini. Introduction. Un auteur à découvrir. Le Morlaque parut anonyme et les comptes rendus de l'époque ne font aucune référence à l'auteur 1. L'ouvrage a été attribué à Lecointe-Marcillac par Barbier II, par Kérard III, et tout récemment par Conlon IV, mais déjà à partir du début du XIXe siècle, les écrits qui se sont occupés du problème de l'esclavage ont tous attribué l'ouvrage à Lecointe-Marcillac ou Marcillac V, ou encore Lecointe-Marcillac, sans toutefois s'interroger sur l'auteur. L'abbé Grégoire, dans la dédicace de sa Littérature des nègres 1808, à tous ceux qui ont acquis des mérites dans la lutte abolitionniste, insère dans la liste Lecointe-Marcillac. Aucun doute par conséquent sur l'attribution de l'ouvrage, même s'il reste à savoir de quel Lecointe-Marcillac il s'agit. Le seul ouvrage, à ma connaissance, qui l'identifie avec le Quaker Jean Lecointe de Marcillac, est celui que Dorigny et Guénaud consacrent à la Société des Amis des Noircis. L'identification ne fait pas de doute, car elle se base sur une lettre envoyée de Londres par le Quaker James Phillips à Brissot de Varville où il lui communique que Monsieur le comte de Marcillac, qui est actuellement à Londres, a mis sous presse un ouvrage sur la traite des nègres. Or, nous savons que le Quaker Jean de Marcillac se trouvait en 1789 à Londres, et que, d'après les lettres qu'il écrivait au cours des mois de septembre et d'octobre 1789, il semble qu'il s'intéressait beaucoup au sort des nègres bien qu'il eût donné précédemment l'apparence d'approuver le commerce des esclaves. 7. Nous savons aussi qu'il avait établi des rapports d'amitié avec L'. Éditeur Quaker James Phillips, comme témoignent leurs échanges épistolaires 8. Toutefois, Marcel Dorigny est le seul à ma connaissance qui dans une notice biographique synthétique dit clairement que l'auteur du Morlaque est le Quaker Jean de Marcillac. Le texte de Dorigny est précieux car les auteurs qui s'occupent du Morlaque ne donnent aucun renseignement sur l'auteur, et ceux qui s'occupent de la vie du Quaker Jean de Marcillac, et plus généralement du quakerisme français, ne font aucune référence à l'ouvrage neuf, tout en fournissant des renseignements biographiques importants pour son attribution,
surtout si on les recoupe avec les quelques remarques biographiques que l'auteur donne sur lui-même dans l'ouvrage. On aurait pu les considérer comme des notices fictives, mais elles correspondent à des faits de la vie de Jean de Marcillac. Dans la dédicace aux sociétés philanthropiques, et à toutes les âmes sensibles, une sorte de préface à son ouvrage, l'auteur affirme avoir rencontré à Jersey en 1788, le Morlack X, qui lui a confié un manuscrit où il raconte son histoire et celle de ses frères esclaves 11. Il y a environ un an, qu'ayant été obligé de me rendre à l'île de Guernesey, je fus contraint à mon retour en France de relâcher à l'île de Jersey, page 8. Or il est certain que Jean de Marcillac, début juillet 1788, a accompagné à Guernesey des amis Quakers qui en mai étaient allés rendre visite aux Quakers de Congénie, le village près de Nîmes où vivait le groupe le plus important des amis français, et qui avaient ensuite passé quelques jours dans la résidence de Jean de Marcillac, appelée Les Vignes, près d'Alençon 12. Toujours dans cette introduction du Morlack, l'auteur affirme en guise de captatio benevoltiae et pour justifier les faiblesses de son style, qu'il est un jeune militaire qui a beaucoup voyagé et que cet ouvrage est le premier fruit de ses observations dans ce genre, page 12. Jean Lecointe de Marcillac a en effet été militaire, dans un régiment du prince de Conti, commandé par son père, même s'il a abandonné l'armée depuis longtemps, en 1777, après avoir été séduit par le credo des Quakers. Ce sont les seules données biographiques qu'on trouve dans son texte, auxquelles on pourrait peut-être ajouter une connaissance fouillée de tous les ouvrages écrits par les Quakers anglais et américains, avec lesquels Jean de Marcillac entretenait des rapports depuis 1785, date de son premier voyage à Londres contre la traite et l'esclavage, et un éloge passionné des amis qu'il fait prononcer au Morlack dans le chapitre 21 de la première partie consacrée aux sociétés philanthropiques. Dans le dictionnaire de la noblesse 13, on lit à l'article Lecointe, c'est une famille noble, ancienne et militaire, originaire de la province de la Beauce, établie depuis en Languedoc et à Paris. Nicolas-Antoine Lecointe est le chef de la branche aînée qui passe en Languedoc fin XVIIe début XVIIIe siècle. Ils étaient de foi calviniste. Son neveu Jean-Louis Lecointe, seigneur de Marcillac, admis à l'Académie de Nîmes, fut gentilhomme de chambre du prince de Conti et capitaine de cavalerie dans le régiment de ce prince, dans lequel entra aussi son fils Jean-Louis, l'auteur dont nous nous occupons. Sa mère était Catherine de Jourdan des comtes de Saint-Aignan. Jean-Louis Lecointe de Marcillac est né le 8 juin 1755. On peut tirer quelques données biographiques sur la famille et sur l'écrivain des bulletins de la Société de l'histoire du protestantisme français, tome 14, 15 et 16, des années 1865 à 1867-14. Mais les informations les plus nombreuses et les plus sûres que j'ai pu repérer viennent de l'ouvrage d'Henry Van Etten sur les Quakers français, déjà cité, et de l'article de Georges Lien, aux origines du quakerisme français et l'édit de tolérance de 1787 dont il bénéficia 15. De longues périodes de la vie de l'auteur restent toutefois dans l'ombre. L'époque la mieux connue est la décennie 1785 à 1795, entièrement consacrée à la cause des Quakers. Jean Lecointe de Marcillac ou Marcillac, le plus souvent cité tout simplement Jean de Marcillac ou Marcillac, c'est aussi la signature dans les deux formes qu'il utilise davantage dans ses lettres ou dans ses pétitions, du moins si l'on fait confiance aux transcriptions de Van Etten, a quitté l'armée en 1777 et a étudié la médecine à Montpellier, où il a préparé une thèse sur la goutte radicalement guérie par des moyens doux, salutaires et fortifiants. Méthode également favorable à la guérison des rhumatismes 16. Dans une lettre écrite le 23 décembre 1789 à James Phillips, il fait allusion à une dissertation médicale qu'il va faire imprimer. On peut présumer qu'il s'agit de sa thèse. En 1791, dans le frontispice de son ouvrage sur la vie de Guillaume Penn, fondateur de la Pennsylvanie, premier législateur connu des États-Unis de l'Amérique 17, il se présente comme docteur en médecine. Enfin, dans la lettre du 17 septembre 1815 à l'ami James Phillips, il signe Marcillac Lecointe et se définit ex-médecin en chef des hôpitaux français, 18. Dans cette lettre, qui arrive après de longues années de silence dont la cause n'est pas bien claire, il demande à James Phillips de l'aider à récupérer une caisse contenant des instruments et des papiers de famille, qu'il avait déposés à Londres chez un ami, en octobre 1792, ayant été rappelé à Paris par le ministre et nominé premier médecin des hôpitaux de France, 19. Selon Van Etten, à partir de novembre 1783,
il se fixa dans le midi de la France. Il était originaire de Marcillac, à 6 km de Nîmes où vivait sa mère Vin. En novembre 1784 ou en avril 1783, 21, il rendit visite à Congénie au groupe d'inspirés appelé Conflaïr ou Gonfleur 22, et c'est à partir de cette date que son engagement devient total, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de renseignements sur sa vie et son activité car le rôle qu'il a joué dans cette communauté pour lui donner confiance, l'instruire, la faire connaître et la défendre est fondamental, vu Q'. Il était un homme cultivé et avait lu et médité les ouvrages des Quakers anglais et américains, surtout ceux de Robert Barclay et de William Penn 23, tandis que les membres du groupe des Gonfleurs étaient presque tous des gens simples et incultes. Georges Lien affirme qu'en 1785 on passe de la protohistoire à l'histoire des inspirés de Congénie, grâce à la venue, 2 ans auparavant de Jean de Marcillac-le-Cointe, qui avait adhéré au quakerisme. 24. L'importance de l'arrivée du personnage et du rôle qu'il a joué est confirmée dans une lettre écrite le 4 octobre 1785 par les amis de Congénie pour accréditer Jean de Marcillac chez les Quakers de Londres, auprès desquels il devait se rendre afin de faire connaître le petit groupe du Midi de la France et d'en obtenir reconnaissance et appui spirituel. 25. Cette lettre, adressée à nos frères et bons amis de Londres, contient des éloges presque embarrassants à l'égard de Marcillac, qui aurait aidé les inspirés à sortir de la misérable condition dans laquelle ils vivaient, infectés par toutes les exhalaisons corrompues d'une contrée entièrement putréfiée, et flottant au milieu des vagues impétueuses des corruptions mondaines. 26. Il est même présenté comme l'instrument dont Dieu s'est servi pour leur régénération. La lettre contient aussi quelques références biographiques, importantes pour nous car c'est très probablement Marcillac lui-même qui l'a écrite pour le groupe. Ce bon frère, né dans un état des plus élevés, suivant les maximes du monde, doué des plus grandes qualités de la nature et d'une fortune de plus de 200 000 livres, fut destiné par ses parents au métier abominable de la guerre. Placé dès son enfance dans un régiment de cavalerie, sa naissance ou ses talents lui méritèrent bientôt le rang de capitaine. Il était encore dans un âge tendre lorsqu'il parvint à ce grade et il est certain qu'il s'est parvenu à un degré beaucoup plus éminent, suivant Esprit des hommes mondains, mais destiné par le Tout-Puissant à une plus grande fin, son cœur fut heureusement porté à la méditation sur la religion. Bientôt la lumière divine lui fit reconnaître que l'unique bonheur de l'homme consistait à la suivre. Enfin, révolté contre toutes les abominations du monde, il se décida à changer son état de destructeur en celui de conservateur de l'espèce humaine. 27. Il se rendit chez les amis de Spiegelberg en Saxe où il consolida sa foi. Il y est aussi précisé que son habitation est à 3 lieues de Congénie. La lettre portait 44 signatures, auxquelles il faut ajouter la signature implicite de Jean de Marcillac. Celui-ci quitta la France le 7 novembre 1785 et arriva à Londres le 30. Le jour suivant, il remit la lettre à John Eliot, qui la fit traduire et la lut au cours de 2 réunions. Les Quakers anglais furent sensibles aux sollicitations des amis de Congénie et apprécièrent Jean de Marcillac. 28. À l'époque, il avait encore besoin d'un interprète, mais au mois de mars 1786, après son retour en France, il écrit une lettre en anglais à l'un des Quakers qu'il avait rencontré à Londres, A.D. Bellamy, en s'excusant pour les fautes. Cette lettre contient quelques données biographiques d'un certain intérêt. Jean de Marcillac parle d'un état de santé précaire qui l'a empêché d'aller à Congénie dès son retour, et fait allusion à l'hostilité de sa femme et de sa mère face à son choix religieux. Il y affirme aussi qu'il dédie 2 heures par jour à l'étude de la langue anglaise. 29. Au mois de mai 1788, un groupe de Quakers anglais, irlandais et américains 30 rendit visite à la petite société de Congénie, au cours de laquelle eut lieu l'affiliation officielle du groupe à la Société chrétienne des Amis de Londres 31. En 1787, Jean de Marcillac fait des démarches qui se concluent positivement auprès du comte de Vergennes pour faire insérer dans l'édit de tolérance, qui reconnaissait les droits civils aux protestants du royaume, une clause qui octroie les mêmes droits aux Quakers et à toutes les sectes de la terre qui chérissent l'ordre et la paix. 32. En 1788, ainsi que le témoigne une lettre du mois d'août à l'ami Quaker John Eliot, qui le lui avait suggéré lors de son séjour en France, il décide de créer une école pour la diffusion de la foi à Congénie et il pense donner la charge de maître au jeune Louis-Antoine Majolier qui l'accepte. Les amis anglais se sont déclarés disponibles à aider économiquement l'entreprise.
À son tour, Jean de Marcillac, ainsi qu'il résulte de la même lettre, s'engage à donner 100 livres tous les ans et à construire à ses frais, tables, bancs, chaises et autres meubles, ainsi qu'à fournir le papier, les plumes, l'encre 33. C'est une entreprise généreuse qui obtient un bon succès. En 1790, il est à nouveau à Londres. Lors de son retour sur le continent, au mois de juin, il s'arrête, avec des amis anglais, à Amsterdam où il publie Principes ou la règle de vie des premiers chrétiens dévoilée 34. La Révolution entraîne la destruction de ses biens en Normandie. Lettre à James Phillips du 25 novembre 1789, 35, mais Jean de Marcillac semble avoir encore confiance dans l'Assemblée nationale puisqu'il lui adresse en 1791, avec les Roch père et fils, des Quakers qui s'étaient installés à Dunkerque 36, une pétition respectueuse 37 pour obtenir l'exemption de porter les armes et de prêter serment. La pétition fut lue le 10 février devant l'Assemblée présidée par Mirabeau, qui répondit par de belles paroles, mais qui ne concéda rien. Les hommes de la Révolution furent moins sensibles que le roi au problème des Quakers. Dans une lettre à Robert Grubb et à Mary Dudley du 16 juillet 1792, écrite de Boulogne au cours de son voyage vers l'Angleterre, Jean de Marcillac affirme avoir vécu des situations très pénibles et subi la prison, à cause de son refus de prêter serment et de porter la cocarde nationale. Il affirme qu'il a été enfin libéré par Pétion, qui était à l'époque maire de la ville de Paris 38. En 1792, il essaie, en accord avec des amis anglais, de créer une école et d'établir des industries au château de Chambord qui auraient été achetées par les Quakers. Sa démarche obtient l'appui de l'abbé Grégoire et du ministre de l'Intérieur Roland de la Platière, qui, dans sa lettre de présentation, le définit comme un médecin dont la vie est consacrée à l'étude et au voyage, mais la proposition ne fut pas accueillie par la Convention, où elle fut lue en janvier 1793-39. Après cette date, les informations sur la vie de Jean de Marcillac deviennent de plus en plus incertaines. On sait qu'il est en Pennsylvanie en 1795, qu'il est reçu parmi les membres de la Société Quaker de Philadelphie, où il semble avoir appuyé, en 1796, avec d'autres amis, l'accueil dans la société d'une femme mulâtre. Il semble aussi qu'il a obtenu somme prominence sinis profession, 40, selon les renseignements recueillis par Norman Penney et relancés par Henry Van Etten. C'est justement en Amérique que commencent les difficultés de notre auteur et son éloignement des amis. Le 4 mai 1797, Jean de Marcillac eut à Philadelphie un accident qui semble avoir eu une grave répercussion sur le cours de sa vie morale et religieuse. Une chaise de poste dans laquelle il voyageait eut un brancard cassé, et le cheval s'emballa. Une femme avec laquelle il se trouvait fut projetée sur une borne et tuée presque sur le coup. Jean de Marcillac fut blessé et que ce soit par la peur ou par le choc, à partir de ce jour-là il sembla avoir l'esprit dérangé, 41. On a même insinué qu'il était au service de Napoléon, sent to America to spy out things of interest to the French, 42, mais à ma connaissance il n'existe aucun document qui confirme ce soupçon. Ce qui est certain, c'est qu'avant son retour en France, quelles qu'en soient les motivations, les Quakers de Philadelphie lui confient une sorte d'attestation de bonne conduite pour les confrères de congénie. Ils y confirment leur estime pour le frère John Marcillac, qui, après 3 ans de séjour, a envie de retrouver son pays et sa famille. Rien n'indique une mésentente, mais il se peut que celle-ci soit habilement cachée car il abandonne ensuite la société des Quakers. Le capitaine du vaisseau affirme que déjà au cours du voyage de retour il se débarrasse de son costume et chante « J'en ai fini avec les Quakers, j'en ai terminé avec eux ». Dès son arrivée en France, vers la moitié de 1798, il aurait acheté des vêtements à la mode et se serait fait poudrer les cheveux 43. Dans un numéro de 1830 de la revue Quaker des États-Unis, The Friend, on lit qu'il s'était consacré à Paris à la pratique de sa profession et qu'il avait obtenu sous Napoléon une situation dans un des hôpitaux français, situation que l'on croit qu'il occupe toujours, 44. Mais dans la lettre de 1815 à James Phillips déjà citée, il affirme qu'il s'est désormais retiré du monde, 45. Dans la première partie de la même lettre, tout en confirmant son amitié pour les anciens amis de Londres 46, il laisse entendre qu'il a été jugé trop durement par les Quakers d'Amérique et qu'il s'en remet à Dieu pour le jugement dernier. Nonobstant les quelques renseignements que j'ai pu recueillir,
Force est de reconnaître que la conclusion de Norman Penney, que nous citons dans la version d'Henry Van Etten, est encore valable. Des recherches à Paris n'ayant rien apporté, nous sommes obligés de terminer ici l'étude de la vie d'un homme intéressant qui joua à son époque un grand rôle dans la vie quaker française. 47. La conclusion de la phrase sur le rôle joué par Jean de Marcillac dans la vie des quakers français est un ajout de Van Etten. Je pourrais, à mon tour, ajouter qu'il a aussi joué un rôle important dans la lutte contre l'esclavage à la fin du XVIIIe siècle. En conclusion, il faut admettre que la biographie de Jean de Marcillac est encore très lacunaire et qu'il reste de longues recherches à faire, surtout dans les archives quakers de Londres, de Paris et de Philadelphie aussi bien que dans celles des hôpitaux parisiens et dans les pages d'histoire de la médecine. Le débat sur l'esclavage et la traite des Noirs en France avant 1789. Vers la fin des années 80 du XVIIIe siècle, les écrits en faveur de l'abolition de la traite et de l'esclavage des Noirs sont de plus en plus nombreux en Angleterre et en Amérique, surtout de la part des protestants et en particulier des Quakers 48. En Amérique, la Déclaration d'indépendance 1776 contient une clause de principe qui condamne la traite des Noirs et depuis 1780 un certain nombre d'États, Massachusetts, Pennsylvanie, New Hampshire, abolissent l'esclavage tandis que d'autres interdisent l'importation d'esclaves. À partir des années 70 commencent à être créées, dans de nombreuses villes des États-Unis, des sociétés en faveur de l'abolition de la traite et de l'esclavage. 49. L'Angleterre suit. En 1787 Granville Sharp, Thomas Clarkson, William Wilberforce, James Ramsay, James Phillips fondent la Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade et l'année suivante, un groupe d'abolitionnistes français dont Brissot de Warville, Clavière, Mirabeau, Lafayette, l'abbé Grégoire, Froissart crée en France sur le modèle de la société anglaise et en rapport étroit avec elle, la Société des Amis des Noirs avec la même finalité des apostrophes. Abolir immédiatement la traite négrière et de préparer l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Marcel Dorigny parle à juste titre de la naissance d'un internationalisme anti-esclavagiste 50, à la fin du XVIIIe siècle. Mais on assiste aussi à la naissance d'un internationalisme de signe contraire. Les colons et les esclavagistes de tous les pays font front commun contre les arguments des abolitionnistes. Ils s'efforcent d'un côté, de blanchir l'image des colonies esclavagistes noircies par la narration des faits terribles que ces derniers racontent sur la traite et l'esclavage des Noirs, et de l'autre, de miner la crédibilité des calculs faits par les économistes, surtout par les physiocrates, qui en démontrent la non-rentabilité et tout compte fait, les pertes. 51. L'Angleterre est sans aucun doute à l'avant-garde dans la lutte pour l'abolition de la traite et de l'esclavage, non seulement grâce au travail de ses intellectuels, mais encore grâce à l'œuvre de ses écrivains. Il ne faut pas oublier que le premier roman qui présente une figure noble de noir et une révolte d'esclaves dans les colonies anglaises est en 1688, l'Oroonoco des apostrophes. Aphra-Behn, un récit qui eut beaucoup de succès en Angleterre, mais aussi en France après la traduction en 1745, de Laplace, plusieurs fois réédité au cours du XVIIIe siècle. 52. Aphra-Behn ne prend pas nettement position contre l'esclavage, mais ses protagonistes noirs sont des hommes à part entière, et c'est un message fort contre la massification et la chosification qui étaient à l'origine de la traite et de l'esclavage et qui les justifiait. On reconnaît à juste titre que la France a subi dans ce domaine l'influence anglaise, mais il faut aussi rappeler qu'à partir de la moitié du siècle, les réflexions de Montesquieu sur l'esclavage, synthétisées dans le livre 15 de l'Esprit des lois, 1748, connaissent une large diffusion dans les pays de langue anglaise après la traduction de Thomas Nugent 53, et qu'elles sont souvent citées par les écrivains pour défendre la cause abolitionniste. 54. Le livre 15 de Montesquieu sur l'esclavage suscite de nombreuses réactions en France aussi, entre éloges, critiques et interprétations erronées, jusqu'à la veille de la Révolution 55, mais c'est un débat sur les principes, dans une large mesure abstrait, qui reste enfermé au sein d'une élite intellectuelle. Par contre, l'ouvrage d'Aphra-Behn fait en France son chemin à un niveau plus populaire, et suscite des imitateurs qui, par l'intermédiaire d'une narration, plaident cette fois ouvertement la cause des esclaves noirs. Saint-Lambert publie en 1769 Ziméo 56, un récit qui, comme Oroonoco, raconte une histoire d'amour entravée par la traite et l'esclavage, mais il conclut son texte par des réflexions invitant les lecteurs à dépasser l'anecdote et à se poser des questions très sérieuses sur un drame encore largement méconnu en France. 57.
C'est ce que fait aussi Jean-François Butigny dans son roman épistolaire, Lettres africaines 1771-58, en insérant au beau milieu de l'histoire 2 lettres-essais sur l'esclavage. Les 2 ouvrages sont relancés par les comptes rendus très élogieux, surtout celui consacré à Ziméo, qu'en font les éphémérides du Citoyen 59. Et enfin, dans la même lignée, Joseph Lavallée publie en 1789 un roman dont le titre est déjà un programme de lutte et une provocation, Le nègre comme il y a peu de blancs 60, où l'auteur se propose de raconter fidèlement, ainsi qu'il l'affirme dans la préface, sous le couvert d'une histoire émouvante, tous les événements qui caractérisent la vie d'un Africain esclave, la déportation de l'Afrique, la traversée sur un bateau négrier, la vie dans les colonies américaines sujette à tous les caprices d'un mètre 61. À partir des années 70, d'autres genres littéraires commencent à traiter le problème de l'esclavage. En 1775, Doigny du Ponceau présente pour le prix de l'Académie française un poème intitulé Discours d'un nègre à un Européen 62, où il se propose de relancer sous une forme poétique les passages contre l'esclavage de l'histoire philosophique des 2 Indes, coordonnés par Abbé Raynal 63, en particulier le passage très fort sur la révolte des esclaves que Diderot, collaborateur de Raynal, avait tiré presque à la lettre de l'an 2440 de Mercier 64. 4 ans plus tard, Jean-Antoine Roucher fera paraître un long poème en 12 chants, Les Mois, où il consacre une vingtaine de vers à l'esclavage, vers très durs où il évoque la vengeance divine sur les Européens pour les punir de ce qu'ils ont fait au peuple innocent de l'Afrique 65. Le passage est accompagné, en suivant la mode inaugurée par Saint-Lambert et Butigny, d'une longue note de Dominique-Joseph Garat, qui est un véritable petit traité contre l'esclavage 66. La même année, le dramaturge Antoine Marin-Lemierre publie Les Fastes ou les usages de l'année, un poème didactique en 16 chants où il condamne l'esclavage, joue lui aussi la carte de la révolte et utilise des notes 67. Il en va de même pour La Navigation, un poème en 4 chants de Barthélemy Gray, publié en 1781, qui ne prêche pas la révolte des Noirs, mais la présente comme inévitable si l'on n'abolit pas l'esclavage 68. L'utilisation du sujet au théâtre est un peu plus compliquée. Ce qu'on peut oser dans un livre n'est pas facile à présenter sur la scène, mais Olympe de Gouges franchit cette barrière et fait jouer sans succès, en 1789 L'esclavage des nègres ou L'heureux naufrage, qu'elle publiera en 1792. La première édition de 1788, intitulée Zamor et Mirza, portait en postface des réflexions sur les hommes nègres 69. Tous les ouvrages que je viens de citer, romans, poèmes, drames ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ils méritent beaucoup d'attention lorsqu'il s'agit de reconstruire le débat sur l'esclavage en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, car leur voix touche un public relativement vaste, y compris les femmes, un public que ces auteurs essaient non seulement d'émouvoir, mais encore de rendre conscient à travers les réflexions et les notes qui accompagnent le texte. Mais c'est à la veille de la Révolution, en 1788, que le débat s'enflamme 70, lors de la traduction française de l'ouvrage de l'écrivain noir, ancien esclave à la Grenade, Otoba Cuguano, Réflexions sur la traite et l'esclavage des Noirs 71, publié en langue anglaise l'année précédente. Un témoignage poignant de dénonciation de la part d'une victime et une véhémente péroraison en faveur des Noirs qui se réclament de la Bible. L'auteur accuse les rois et les gouvernements mais surtout l'Église, car celle-ci a permis que ces préceptes soient employés au service d'une mauvaise cause. C'est un texte très fort, très émouvant qui a sans aucun doute frappé les consciences de ses lecteurs. Mais l'ouvrage qui a été perçu comme le plus dangereux par les esclavagistes, à un moment où les positions abolitionnistes font de plus en plus d'adeptes, c'est la nouvelle édition, revue et corrigée, des Réflexions sur l'esclavage des nègres, 1781, de Condorcet, publiée sous le pseudonyme de Schwartz, pasteur du Saint-Évangile à Bienne 72. L'ouvrage suscita en effet l'immédiate réponse du colon Malouet, qui, dans son mémoire sur l'esclavage des nègres 73, tout en reconnaissant que l'esclavage et la traite devaient être adoucis et mieux organisés, réfute point par point les arguments de Condorcet. Il reconnaît sans difficulté le bien fondé des principes qui sont à l'origine de l'ouvrage, mais il s'efforce aussi d'en démontrer le caractère utopique et dangereux si l'on prétend les traduire en action. Et pourtant, Condorcet, comme presque tous les abolitionnistes français de l'époque, tout en étant très violent dans la dénonciation, était par contre très prudent dans la pratique.
Pour une abolition totale de l'esclavage dans toutes les colonies françaises, il prévoyait une période de 70 ans 74. La lutte entre esclavagistes et abolitionnistes se fait désormais très serrée. Elle produira des milliers de pages 75, et sera portée à plusieurs reprises devant les assemblées révolutionnaires, où les colons avaient obtenu de faire entrer leurs représentants qui avaient la charge d'empêcher toute modification de l'état des personnes aux colonies. Mais les événements se déroulent désormais très vite et il est plus temps pour ces solutions réfléchies qui étaient invoquées même par les abolitionnistes, au nom du bien des colonies mais aussi de celui des esclaves, pour lesquels il fallait préparer un avenir après leur avoir appris à vivre en hommes libres. Les romanciers et les poètes, comme il arrive souvent, avaient su regarder plus loin que les savants et que tous ceux qui étaient impliqués dans les vicissitudes coloniales. Gouvernement, église, fonctionnaires, colons, marchands. En 1791, la révolte noire éclate à Saint-Domingue, la plus importante des colonies françaises, la perle des Antilles, et force la main aux législateurs. En février 1794, la Convention proclame l'abolition de l'esclavage, et le chef de la révolte, Toussaint Louverture, devient le véritable maître de l'île, même s'il continuera à se reconnaître comme fonctionnaire français et déclarera sa fidélité à la France révolutionnaire qui avait libéré les esclaves. Par contre, le Directoire commence à être regardé par Toussaint avec méfiance et l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte sanctionne la rupture d'avec la mère patrie, car ce dernier en 1802 réintroduit l'esclavage et essaie de reconquérir la colonie en y envoyant une expédition militaire commandée par le général Leclerc. Celui-ci réussit à capturer Toussaint, grâce à une trahison, et le fait déporter en France où Bonaparte le laisse mourir de froid dans une prison du Jura. Mais la colonie de Saint-Domingue est à jamais perdue. Elle se proclamera libre en 1804, sous la conduite de Dessalines, en reprenant l'ancien nom d'Haïti. Le nouvel État noir ne sera reconnu par la France qu'en 1825, et l'esclavage sera définitivement aboli seulement en 1848, sous la Deuxième République. Le Morlaque, un ouvrage manqué mais qui tient ses promesses. Le Morlaque se compose de 2 parties, précédées en guise d'introduction, d'une dizaine de pages adressées aux sociétés philanthropiques et à toutes les âmes sensibles, où l'auteur explique les circonstances qui sont à l'origine de l'ouvrage et ses finalités, à savoir l'abolition de la traite et de l'esclavage des Noirs. La première partie, qui occupe les 2/3 du roman-essai, est présentée comme l'extrait d'un mémoire écrit en langue anglaise, par un affranchi presque blanc, d'où le titre, que Lecointre-Marcillac dit avoir rencontré sur l'île de Jersey. Celui-ci lui a lu son histoire en entier, et lui a permis d'en traduire des passages. La deuxième partie contient les vues de l'auteur sur la traite et l'esclavage des Noirs, et des recettes pour leur abolition. Puisqu'on peut supposer que le mémoire du jeune affranchi ne soit qu'un expédient littéraire 76, et vu que le sujet est à peu près le même dans les 2 parties 77, les redites sont inévitables, ce qui alourdit un peu le texte. L'auteur en est d'ailleurs bien conscient, mais il justifie ces redites par la volonté d'imprimer les faits horribles qu'il raconte dans l'esprit et dans le cœur de ses lecteurs. À la veille de la parution du Morlaque, on avait déjà publié en Angleterre 2 ouvrages importants d'esclaves affranchis qui racontaient leur expérience. Thoughts and Sentiments of the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species d'Otoba Cugoano, dont j'ai déjà parlé, publié en anglais en 1787 et traduit en français l'année suivante 78, et The Interesting Narrative of the Life of Oloda Equiano or Gustavus Vassa d'. Oloda Equiano, publié au cours des premiers mois de 1789 et présenté au mois de juin dans de nombreuses revues 79. Ils ne sont pas cités dans le Morlaque, mais l'auteur ne pouvait pas ne pas les connaître, compte tenu des réactions qu'ils avaient suscitées, et je crois qu'il en a tiré l'idée de son mémoire fictif. Reste à savoir pourquoi il a choisi une sorte de nègre blanc, dont la couleur est un mystère. On croit d'abord comprendre qu'il est un mulâtre, fils d'un colon, car il affirme que sa mère était originaire de l'Afrique et qu'il avait été esclave en Amérique, page 9-80, mais quelques pages après, racontant son retour en Guinée, il s'exclame « Je brûlais de voir ces beaux climats où mon père a reçu le jour », page 17. Quels que soient les motifs de ce blanchissement, on a quelques difficultés à comprendre les raisons du choix. S'il veut raconter une histoire exemplaire, et elle l'est, pourquoi choisir un personnage qui ne s'identifie pas totalement au groupe dont il plaide la cause ?
L'auteur a peut-être cru que les vicissitudes, les plaintes, les accusations et les invocations d'un affranchi africain qui a l'aspect d'un blanc auraient un impact plus fort sur le lecteur européen. Il faut toutefois préciser qu'au cours de la narration, le lecteur oublie cette particularité du personnage et que l'identification de celui-ci avec un noir esclave est totale, exception faite dans les cas où l'expédient du manuscrit retrouvé ne fonctionne pas et que la voix de l'auteur perce comme cela était presque inévitable, derrière celle du narrateur. Dans l'ensemble, on a l'impression que l'ouvrage a été composé un peu à la hâte, par quelqu'un qui vient de découvrir des faits horribles, qu'il ne connaissait peut-être pas ou auquel il n'avait pas encore prêté attention, ce qui expliquerait son émotion face au sort des hommes infortunés dont il raconte l'histoire et le besoin urgent de témoigner. La structure de l'ouvrage aussi montre des limites qui pourraient s'expliquer, outre que par l'inexpérience de l'auteur, par ce besoin de faire connaître au plus vite une réalité insupportable. Un certain déséquilibre entre les deux parties qui se recoupent souvent, une organisation des chapitres qui ne suit pas toujours une progression logique, car il y a de nombreux retours en arrière sur un sujet qu'on croyait déjà conclu ou des fuites en avant qui anticipent ce qui sera traité après. Le contenu des chapitres aussi est parfois chaotique. Mais ce qui paraît davantage faire penser à la volonté de la part de l'auteur d'être un témoin et un philanthrope, plutôt qu'un écrivain, et donc au besoin de faire vite, c'est l'utilisation massive de pages entières d'auteurs ou d'articles de revue, le plus souvent sans en indiquer la source ou en l'indiquant de façon très générique, de sorte que seule une comparaison ponctuelle permet de saisir les dettes. Dans la première note de la première partie et à l'occasion, j'ai indiqué les ouvrages, presque tous anglais. L'auteur de référence est le Quaker américain d'origine française Anthony Benezet, d'où sont tirés les emprunts les plus nombreux. Des recherches ultérieures pourraient en dénicher d'autres. Mais est-ce vraiment important ? Il était sans aucun doute nécessaire à mon avis, d'abord de découvrir et ensuite de souligner qu'il y a eu ces emprunts massifs, car la connaissance de la pratique textuelle de L', auteur aide à mieux comprendre le texte et à en expliquer certains caractères autrement inexplicables, comme les références, même dans les notes, presque uniquement à des textes anglais 81, qui ne sont pas en réalité des ouvrages véritablement consultés par Lecointre-Marcillac, mais tout simplement les textes de référence des auteurs auxquels il a emprunté des passages. Il arrive ainsi que même des citations d'ouvrages français soient traduites de l'anglais. Le cas le plus éclatant est celui de l'Esprit des lois, cité en anglais par Anthony Benezet et retraduit en français dans le Morlac 82. Mais il ne faut pas oublier que les emprunts non déclarés étaient pratique courante à l'époque. Lecointre-Marcillac a seulement un peu exagéré, et que finalement, puisqu'il ne s'agit pas d'un ouvrage avec des finalités littéraires, ce qui compte est la force du témoignage et l'appui qu'il peut donner à la cause qu'il se propose de défendre. Et sur ce point le texte maintient ses promesses, car il illustre efficacement les faits, en particulier dans la première partie, qui est présentée comme le témoignage de quelqu'un qui les a vécus et qui toutefois, pour ne pas donner l'impression de parler uniquement à titre personnel, convoque, pour étayer ce qu'il raconte, un grand nombre de témoignages ou de réflexions tirées des relations de voyage ou des essais des savants. On peut affirmer que bon nombre d'ouvrages importants, surtout anglais, sur la traite et l'esclavage sont cités, ce qui ne rend peut-être pas très crédible le soi-disant mémoire d'un esclave, mais qui donne en revanche l'impression d'une argumentation solide, fondée sur des chiffres et des événements relatés par des observateurs objectifs. Cette surabondance documentaire, qui pourrait laisser indifférent le lecteur, voire le repousser, est accompagnée dans la première partie, des commentaires très durs et très passionnés du narrateur qui ne ménage pas les mots pour condamner l'esclavage et pour dire l'horreur et les atrocités de la traite des Noirs. Il est convaincant lorsqu'il s'efforce de montrer que celle-ci a détruit un monde, l'Afrique occidentale, qui avait bien sûr ses aspects négatifs comme tous les pays, peut-être aussi des rites perçus comme barbares par les étrangers, mais dont les nombreux royaumes se fondaient sur des règles solides qui en assuraient la survivance depuis des siècles. Un monde qui avait ses richesses et ses beautés, et où il faisait bon vivre 83. Tout cela a été détruit par l'arrivée des Européens qui, pour cultiver les colonies américaines, sont allés acheter leur main-d'œuvre en Afrique, donnant lieu à une opération commerciale monstrueuse et faisant démarrer une machine infernale qui a dévoré des millions d'hommes sur les côtes africaines, au fond de la cale des bateaux négriers et dans les plantations américaines. La péroraison est accompagnée surtout à la fin des chapitres,
par des apostrophes invocations qui interpellent tour à tour les peuples européens, les rois, les magistrats, les philanthropes, les citoyens de tous les empires, les lecteurs honnêtes et compatissants, page 45, les chrétiens qui devraient aimer les Africains comme des frères selon les lois divines qui condamnent cette pratique inhumaine. Et c'est au bon cœur de tous les Européens, invités ici à assumer leurs responsabilités, que le Morlaque confie la solution du problème en montrant lorsqu'il s'agit de passer des paroles et même des menaces verbales, aux propositions concrètes, une prudence qui n'est pas très différente de celle que l'auteur exprime dans la deuxième partie de l'ouvrage, mais qui apparaît ici très peu crédible. Il suffit de lire le chapitre 23 de la première partie, le dernier du soi-disant mémoire du Morlaque, pour s'en rendre compte. Il est intitulé « Réclamation des hommes noirs, appelés injustement esclaves », et le narrateur y sollicite 3 grâces. 1 degré abolition de la traite des nègres mâles, 2 degrés que la traite des négresses soit permise, 3 degrés nous affranchir après 10 ans de travaux et d'esclavage. Or, cette discrimination de genre à propos de la traite, qui paraît étrange dans la bouche d'un esclave, est le véritable violon d'Ingres de l'auteur. À l'instar de la plupart des écrivains abolitionnistes de l'époque, celui-ci condamne sans hésitation l'esclavage comme un mal irrémédiable, tout en soulignant les dangers d'une abolition totale immédiate qui non seulement entraînerait la perte des colonies avec des coûts insoutenables pour la mère patrie, mais aussi la ruine des colons et même celle des esclaves, qui se trouveraient libres et impréparés à l'être dans un monde en destruction. Il avance donc des propositions pour une abolition progressive, propositions à vrai dire presque toutes très courantes à l'époque dans les écrits abolitionnistes, Q'. Il synthétise en 12 points dans le dernier chapitre. Proscrire la traite des Noirs, les traiter avec moins de rigueur, les nourrir correctement, limiter leurs heures de travail. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.